Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. Et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller voir ma page Tipeee pour faire un don. Merci à tous. Maintenant, votre vidéo. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Ève. Ève est un village de 421 habitants situé à l'ouest du Plessis-Belleville sur la départementale 84 qui va de Vers-sur-Launette à Silly-le-Long, à proximité de la Nationale 2 et à la frontière du département de la Seine-et-Marne. Le village est séparé de Vers-sur-Launette, tout proche, par la ligne TGV Nord et de Lagny-le-Sec par la Nationale 2. Le village n'a eu que deux noms différents jadis, Eva et Ève, avant de devenir le Ève d'aujourd'hui. A noter que le nom de Ève est un palindrome, nom qui se lit de droite à gauche et de gauche à droite, tout comme Noyon dans l'Oise aussi. Je n'avais trouvé que peu de choses sur l'histoire du village, si ce n'est que la foudre avait frappé le clocher de l'église en juillet 1903 et que sur le pont qui enjambe le rue de Longo se trouve le blason de la famille de Montmorency qui possédait entre autres domaines le canton de Dammartin en Goële. Son origine dans le village serait, d'après les historiens, la marque d'un bornage de territoire ayant pour limite le pont et faisant également office de péage à l'époque. Mais avec l'aide de M. Vincent Bartier, vice-président de l'association d'histoire et d'archéologie de Nanteuil-le-Haudouin, je peux maintenant vous en dire un peu plus. Il existait au sud de Ève le hameau de Orcheux. Depuis le XVIIIe siècle, au cours duquel il est encore régulièrement mentionné, le hameau d'Orcheux, près de Ève, est devenu un hameau fantôme et oublié par beaucoup. Ce hameau, comme Chantemerle, hameau de Lagny-le-Sec, était principalement composé d'une très grande ferme, avec toutefois quelques maisons et une chapelle placée sous le vocable de Saint-Jacques et Saint-Christophe. La terre d'Orcheux fut acquise en 1744 par Claude Gédéon Dumay, président de la Chambre des comptes, et la ferme et les terres furent confiées à Éloi François Pingard, fermier laboureur de la seigneurie d'Orcheux. Le président Dumay cède la seigneurie à son fils, Claude Gédéon Denis Dumay, qui la conserve jusqu'à la Révolution. En 1806, le recensement mentionne qu'il y a encore 13 maisons, dont 12 occupées par 23 adultes et 29 enfants. Le 30 avril 1831, une délibération du conseil municipal d'Ève indique que le hameau n'est plus habité et que les 3 maisons restantes sont converties en granges. En 1835, ce même conseil municipal décide de fermer le puits d'Orcheux car vétuste et dangereux et le hameau ne comptant plus aucun habitant. Les seules traces de ce hameau perdu se trouvent désormais sur les plans. Il existait aussi à Ève un château aujourd'hui disparu qui appartenait au marquis Dumay de Ronay qui fut arrêté en 1793 et, avant son exécution, a trouvé la mort dans la prison de Senlis. Le fameux Santerre, qui dirigeait la garde nationale à la prise de la Bastille et à la mort de Louis XVI, s'empara du domaine d'Ève, y séjourna une dizaine d'années et la revendit ensuite à M. Bernier de Villeneuve-sous-Dammartin. Celui-ci fit raser le château pour y construire à côté la belle demeure actuelle près de la mairie. Le château actuel, dont je reparlerai tout à l'heure, est lui du 19e. Une petite anecdote intéressante relate les déboires de l'abbé d'Ève, Jean de Villiers, et du président Dumay à propos du déménagement du cimetière en 1777. Les habitants reprochaient les comportements de l'abbé qui voulait abolir la confrérie du Saint-Sacrement, ordre religieux qui était établi à Ève depuis plus de 300 ans, de garder l'argent qui était mis de côté pour les veuves et les orphelins du village, et agissait avec la complicité de Dumay, seigneur du lieu. Ce dernier avait fait intervenir plusieurs ouvriers pour démolir le cimetière qui se trouvait derrière l'église, d'où ils avaient enlevé plusieurs corps entiers qu'ils avaient jetés et laissés à même le sol. Bien sûr, autre son de cloche de la part de l'abbé et de Dumay. Toujours est-il que durant ces travaux, une cinquantaine de femmes et plusieurs hommes sont venus assaillir les ouvriers à coups de pierre pour qu'ils cessent leur travail. Avertis, l'abbé et Dumay se rendirent sur place dans l'espoir de calmer la situation, mais durent rebrousser chemin jusque chez eux car eux aussi poursuivis à coups de pierre. Plus tard, au dimanche des rameaux, le curé allant faire sa procession au nouveau cimetière se retrouva seul avec son vicaire et son clerc car tous les habitants, eux, allèrent se recueillir dans l'ancien cimetière. Encore merci à M. Bartier pour ces informations. Louis Grave nous parle du ruisseau de la Queue Margot, mais je n'en ai trouvé aucune trace. Selon Mellet, géomètre, et dans un article paru le 5 juillet 1903, le ruisseau qui traverse Ève était connu sous les noms de rue du Vivien,
rue de la Vinche et surtout rue de la Queue-Margot. Donc ce ruisseau a dû changer plusieurs fois de nom au fil des années. Aujourd'hui, c'est le rue de Longo. Toujours selon Mellet, le nom de Ève viendrait de l'eau, dérivé de Yves ou Ève, venant du gallique avant, signifiant eau courante. Un moulin à vent se trouvait entre Ève et Orcheux. Il y avait au XIXe siècle quelques ouvrières en dentelle et une petite industrie qui consistait en la découpe de papier pour les confiseurs de Paris. Mais l'histoire de Ève est surtout importante pour la Première Guerre mondiale où la commune a accueilli sur son territoire la plus grande partie du groupe des divisions d'entraînement du Plessis-Belleville. J'ai déjà parlé du GDE dans les découvertes du Plessis-Belleville, Ermenonville et Lagny-le-Sec, mais aujourd'hui je vais en parler un peu plus. En septembre 1914, au début de la guerre, le terrain d'aviation du Plessis-Belleville n'existe pas encore. Les avions, lors de leur reconnaissance, doivent faire escale sur le terrain de circonstance de Nanteuil-le-Haudouin. En novembre 1915, décision est prise de déplacer les divisions d'entraînement implantées au Bourget vers le Plessis-Belleville. Les divisions voisins, Farman, Nieuport, Caudron rejoindront le Plessis-Belleville et les militaires cantonneront dans les villages aux alentours. Dès que les barricadrians sont installés, le personnel et les stagiaires sont logés pour la plupart sur le terrain du GDE et ses abords. Le GDE ne se situe pas, comme son nom l'indique, sur la commune du Plessis-Belleville, mais sur les communes de Lagny-le-Sec, Ermenonville et surtout Ève. Si le GDE a été baptisé au nom de Plessis, c'est en raison de la proximité de la gare. Les missions du GDE étaient d'examiner l'aptitude des pilotes et mitrailleurs venant des écoles de l'intérieur, de poursuivre l'entraînement des pilotes et mitrailleurs de combat et de bombardement, et d'accueillir les pilotes et mitrailleurs qui revenaient de convalescence suite à une blessure. Et pour chacun, la mission du GDE était de vérifier l'aptitude à partir ou reprendre le combat. Le GDE du Plessis-Belleville a vu passer bon nombre d'aviateurs courageux et intrépides, français, mais aussi d'autres nationalités comme des Américains, des Russes, des Roumains ou encore des Japonais. Et parmi tous ces valeureux combattants, certains ont connu leur heure de gloire avant, comme Léo Flamingue, coureur cycliste qui remporte 3 médailles aux Jeux Olympiques d'Athènes en 1896, ou encore Jean Renoir qui, lui, deviendra réalisateur de films comme Boudu sauvé des eaux, La Grande Illusion, La Bête humaine. Si vous voulez en apprendre plus sur la vie, les pilotes et l'histoire du GDE, je vous conseille le livre de Vincent Bartier qui a consacré une publication complète à l'histoire du GDE. Une plaque est apposée sur la maison du 5, rue de la Grande Cour, où vécut Paul Réau, conseiller municipal déchu de son mandat en février 1940. Il fut arrêté le 16 juin 1941 et déporté le 6 juillet 1942 vers Auschwitz, où il mourut le 7 août de la même année. Allons maintenant découvrir l'église de Ève. L'église Notre-Dame de Ève intrigue par sa curieuse asymétrie très ouvragée dont le portail est excentré, mais fascine aussi par son clocher roman que prolonge une haute flèche octogonale en pierre. Ce clocher et les vitraux ont été classés au monument historique en 1862 et l'église entière classée en 1987. L'édifice est composé d'une nef de 3 travées accompagnée de bas-côtés, d'un transept non débordant et d'un chœur avec abside pentagonale. La partie la plus ancienne est le clocher qui comportait initialement 2 étages de baies géminées en plein cintre garnis de colonnettes. Seul le 2e étage est totalement visible aujourd'hui et le style de ses chapiteaux indique le milieu du XIIe siècle. Sa position actuelle en façade résulte en fait de la disparition de la nef qui, jusqu'au XVe siècle, s'étendait à l'ouest, c'est-à-dire vers la mairie. Rien n'est connu sur cette nef ni sur le chœur qui accompagnait alors ce clocher. Vers le milieu du XIIIe siècle, ce chœur est démoli pour faire place à un ensemble plus ambitieux comprenant un vaisseau central de 2 travées bâti dans le prolongement de la base du clocher et du croisillon sud, tandis qu'un bas-côté est construit dans le prolongement du croisillon nord. Après la guerre de 100 ans, sans doute fatale à la nef, l'église subit une nouvelle fois de profondes transformations. Au sud, un bas-côté vient faire écho à celui du nord et reçoit une nouvelle façade réunie dans une composition harmonieuse et raffinée, expression parfaite du gothique flamboyant. C'est également à cette époque que date la belle flèche octogonale en pierre ajourée d'ouvertures rectangulaires ou polylobées et aux arêtes garnies de crochets.
Je n'ai pu accéder à l'intérieur de cette église, alors je vous propose de la découvrir avec les photos de Pierre Pochadel qui illustrent pratiquement toutes les descriptions des églises de l'Oise sur Wikipédia. À l'intérieur, l'édifice éclaire grâce à ses nombreuses fenêtres à remplage. La nef est large et munie de bancs comme le bas-côté sud, ce dernier est d'ailleurs plus large que le bas-côté nord qui accueille l'entrée de la chaire à prêcher et le confessionnal. Les deux croisillons forment chapelle qui accueille un autel et sont voûtés de liernes et de tiercerons, comme l'abside avec de belles clés de voûte. Toute l'église est voûtée d'ogives et présente de très belles arcades. L'édifice comprend des vestiges de litres funéraires et compte un bon nombre de stèles à effigie gravées. Les fenêtres à double ou triple lancette sont garnies de très beaux vitraux lumineux et l'abside avec son maître-autel est vraiment magnifique. Le chœur contient des stalles et est séparé de la nef par une petite grille. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette église Notre-Dame. Retournons dans les rues du village. Dans la rue du Point du Jour se trouve le château d'Èves. Sur l'histoire de ce château du 19e siècle, on ne sait pas grand-chose, mais désormais, depuis 1997, c'est une résidence de retraite médicalisée. L'établissement se compose de l'ancien château, avec sa tourelle, et d'une aile supplémentaire réalisée il y a une dizaine d'années. D'une capacité de 59 lits, l'établissement est équipé d'un parcours de santé au sein d'un grand parc arboré et d'un chemin de déambulation pour les balades des pensionnaires. Si toutefois vous voulez y laisser votre belle-mère, je vous mets le lien du site en description. Nous continuons par le monument aux morts qui se trouve dans le cimetière, tout comme une tombe d'un soldat inconnu du Commonwealth. Il y a deux belles croix de chemin à l'entrée du village, une en venant de Lagny-le-Sec et l'autre en venant de Autis. Il y en a une autre assez simple à gauche de la mairie cachée sous les branches. Il n'y a plus de commerce mais encore quelques fermes en activité. Il y a quelques terrains de sport à la sortie du village près du château d'eau. Pour l'école, Èves est en regroupement pédagogique avec le village de Vers-sur-le-Net et accueille les classes de primaire. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce qui fait de ce village de Èves un petit village charmant et accueillant et chargé d'histoire, et me promener dans les rues de ce village a été un réel plaisir. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo, et je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir, Èves.